Nature et Connexion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Nature et Connexion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Catry. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Justine, content Alors d'être Jean, ici. merci. Alors Jean-Claude, tu travailles, tu étudies, tu partages la connexion à la nature depuis plus de 30 ans et tu as créé avec ta femme Ingrid Wisdom of the Earth au Canada, votre association, qui est aussi mentor. Et dans cette association, il y a une école que vous avez créée pour des enfants entre 6 et 14 ans, si je ne me trompe pas. 8 et 14 ans. 8 et 14 ans, c'est ça. Mais vous accueillez des familles avant? Ouais. On a commencé plus jeune, mais depuis plusieurs années maintenant, c'est 8 à 14 ans. Ouais. 8 à 14 ans pour l'école et plus jeunes avec les familles et plus âgés. Et puis il y a aussi un programme pour les plus jeunes sans leur famille, de 5 à 8 ans. Ouais. 5 à 8 ans, ok, très bien. Et alors, vous avez aussi créé un programme d'immersion en connexion profonde à la nature pour des adultes qui se passe sur une année. Voilà. Et alors, 3 années. 3 années, oui, c'est ça. Ouais. Oui, d'accord. Et alors, beaucoup te connaissent ou t'ont connu par le film de Cécile Follabert, L'autre connexion. Mais je ne vais pas en dire plus et je préfère te laisser la parole pour que tu te présentes. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours, de ce qui a fait que tu en es arrivé où tu es et qui tu es aujourd'hui? Oui, merci pour la question parce que mon parcours, si vous l'écoutez, écoutez-le comme si c'était votre parcours parce qu'en fait, c'est le même schéma qui se reproduit. C'est le schéma du développement. Du développement d'un humain. Et pour moi, ça a commencé à être élevé dans un petit village de France, du Loir-et-Cher, dans le Perche. Et j'ai commencé mon travail de connexion à la nature et à la communauté dans ce village. Mes frères et sœurs étaient plus âgés que moi et m'emmenaient dans la nature. Et puis mes parents avaient plein d'amis dans ce village. Donc c'est toute une communauté. Et à l'âge de 7 ans, j'ai été complètement interrompu dans ce chemin de développement où j'ai perdu la communauté, j'ai perdu la nature, je me suis retrouvé à vivre en ville où mes parents n'avaient plus d'amis et puis où la nature était presque inexistante parce que j'étais à la limite de la Beauce et il y avait juste un petit verger qui était resté. Et c'était l'endroit où j'allais continuer ce travail de connexion à la nature. Et donc, cette interruption a été un trauma, en fait, qui m'a arrêté dans mon développement. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'ai continué mon développement quand j'ai commencé à devenir un jeune adulte. Je suis retourné dans un village, reconnecté avec la terre. Et j'étais embarqué dans ce développement comme il devrait se faire. Et puis, des circonstances dans ma vie, beaucoup de stress m'ont amené dans une place où je suis tombé très, très gravement malade. J'ai failli mourir plusieurs fois à cause d'une maladie auto-immunitaire où j'ai perdu l'usage des... Ben, je ne produisais plus de cortisone, quoi. Et donc, là, il y a comme une décision qui a été prise parce que jusqu'à maintenant, par rapport à ce trauma, ma réaction, c'était de vouloir être la victime du monde, la victime de ma famille, la victime de la société. Et puis, cette expérience d'initiation, en fait, de me retrouver face à ma propre vulnérabilité, m'a donné l'occasion de vraiment partir sur un autre chemin. Et c'est là que je me suis vraiment engagé pour ma vie, quoi. Et donc, je suis sorti de cette expérience. Tout ce que je voulais faire, c'était de me retrouver dans la nature et puis de recommencer le travail de connexion à la nature. Et donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'étais un guide de randonnée à cheval, j'emmenais les gens dans la nature. Voilà. Et puis, une autre crise qui était un peu la reproduction du même trauma qu'avait créé la première crise. Là, j'ai décidé de partir tout seul dans la nature. Et donc, de faire une initiation, de passer des temps très prolongés dans la nature sans rencontrer personne, avec les animaux, avec les bisons, les grands cerfs, les coyotes, les loups. Enfin, il y avait
il y avait beaucoup de présence d'animaux, parce que c'était dans le parc de Yellowstone, surtout que j'ai passé une quinzaine de jours sans voir personne, Mmh. un moment où le parc était fermé au public. Et ça a vraiment été un enracinement dans qui j'étais vraiment, sans la couche du langage qui avait été rajoutée là-dessus. Et puis ça m'a amené à une place où quand j'ai voulu reproduire l'expérience l'année d'après, j'arrivais pas et j'étais attiré par les gens et j'arrêtais pas de rencontrer des gens dans les endroits les plus isolés Ouais, des ouais. montagnes américaines. Et, et ça m'a emmené dans un cheminement de rencontrer ma femme d'abord et puis de me reconnecter avec les gens dans un sens, Ah ouais. de me reconnecter avec la communauté. Et donc, après 10 ans de connexion à la nature, 10 ans de reconnexion aux gens, tout en continuant ma connexion à la nature, c'est là que j'ai rencontré le modèle du Chill, Mmh. qui en fait m'a permis de tout comprendre. Que tu avais vécu, quoi. Dès que j'ai vu cette carte, j'ai compris où c'est que j'avais voyagé dans Mmh. ce chemin de développement. Et donc, je me suis consacré à amener ce modèle dans ma communauté ici, dans une île du Canada. Et donc, une école a été créée, mes enfants ont eu le bénéfice d'être exposés à d'autres mentors, etc. Donc maintenant, ça fait 20 ans qu'on a créé cette école, mais ouais, et donc cette école maintenant c'est tellement développé que ça a créé quand même toute une communauté. Donc en fait, maintenant, le dilemme dans lequel j'étais, c'était toujours soit je suis dans la nature et je suis loin des gens, Ouais. ou soit je suis près des gens, mais il n'y a pas de nature. Ouais, c'est ça. Et Comment regrouper les 2, quoi? j'ai complètement résolu ce Mmh. truc. Parce que maintenant, je vis une communauté qui est connectée à la nature. Et c'est une guérison, quoi. Et Ouais, c'est la guérison intérieure qui me permet de faciliter le développement des autres les et puis de autres. le raccourcir. Parce que pour Ouais. moi, c'est. Ouais, 20 ans, c'est long, hein? Oui, ça donne espoir, en tout cas. Ouais, Ben ouais. oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que la carte de développement, elle est déjà intérieure en nous. On est né avec. Il y a des instincts, il y a une petite voix qui nous parle tout le temps, qui nous guide. Et le contexte de s'adapter à la société, tout ça, qui est contraire à la compréhension d'écouter cette voix, ben, nous fait qu'on n'écoute plus. Ouais. Et au moment où on a des crises qui nous permettent de reconnecter, en Ouais. fait, avec le moi profond. Mais la carte, elle est déjà là en nous. Ce qui manque, c'est le contexte, c'est d'être dans la nature et en communauté. Ouais. D'accord. Ouais. Ce qui se reproduit dans le schéma de base de ce que les travails de connexion, parce qu'en en fait, on envoie les gens à faire des expériences dans la nature, et après, on les invite à raconter l'histoire de cette expérience, et à travers raconter l'histoire, ça leur permet de rentrer de plus en plus en connexion avec ce moi profond qui essaye de se dérouler, de se développer, Mmh. de comprendre le chemin, quoi. Ouais, ouais. Et là, tu parles beaucoup de connexion et justement dans ce podcast, on va parler, beaucoup de la nature, de la connexion. Pour toi, c'est quoi la connexion? Comment est-ce que tu le définirais? Et tu parlais aussi voilà, du mouvement Etchins. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus par rapport à ce point de vue de la connexion? Oui, ben, disons que le mouvement de Etchil, il est né d'une crise intérieure encore, que John Young a fait l'expérience, parce qu'il a été élevé d'un côté dans la société moderne de New Jersey, Mmh. qui est vraiment très, très à la pointe de la modernité. Ouais, Et c'est puis ça. de l'autre côté, il a été mentoré par un voisin qui, lui, avait été mentoré par un vieil Apache, euh, et qui donc l'a élevé dans le contexte d'une culture indigène nomade, euh, chasseur-cueilleur. Et donc, ces deux côtés de lui-même, forcément, étaient en crise, parce que c'est la grande crise entre le monde indigène et le monde colonisé. Ouais. Et ça a toujours été le grand. Et donc, c'était internal à son expérience. Et donc, pour résoudre cette crise, il était parti sur toute une démarche, et ça l'a mené à pister justement les cultures indigènes, et spécialement les cultures qui
qui faisait de très bons pisteurs. Mmh. Parce que lui, il avait appris le pistage à son insu, en fait. Il refusait de copier son mentor, parce que OK. et puis, en fait, il s'est rendu compte qu'il était devenu un très bon pisteur, à l'insu. Donc il a voulu comprendre comment Tom Comment il Brown, qui est était arrivé son là? avait a réussi à cette escalade contre sa volonté À savoir consciente. pister, quoi. Ouais, Ouais. ah, Et donc il a recherché ça et il a trouvé des points communs à toutes ces cultures, des choses que nous, on ne vit plus. Et mmh, il a créé toute une liste de routines que, en pratiquant, réveille justement tout ce potentiel humain qui est en nous, qui n'est pas vécu quand on vit dans un monde moderne. mmh. C'est ça, c'est ces routines, c'est ces façons d'être en nature qui permet alors cette connexion? C'est ça que tu Oui, disons que la connexion, alors, il y a plusieurs approches pour être dans la nature. C'est une approche éducative, mmh basée mh. sur la science, on va étudier les choses, on va rentrer dans les détails, on va voir des connexions entre les choses, et cetera. Et c'est très scientifique, c'est très mental. Donc ça, c'est une approche mais c'est très limité et ça n'apporte pas la connexion forcément. C'est celle des livres et des voilà, des vidéos qu'on Ben, va c'est ça et regarder, même on si c'est dans la nature, parce qu'il y a un agenda d'essayer d'avoir d'étudier, quelque quoi. chose, de réduire la nature Mmh. à un événement ou quelque chose, ça empêche de vraiment comprendre l'être avec lequel on peut rentrer en connexion dans son contexte. Mmh. Et donc il y a l'autre aspect qui est aussi favorisé bien dans notre société, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas produire mentalement et rentrer dans le monde de la production euh, sans avoir de la récréation. Et donc, il y a toute Mmh. une économie qui s'est créée autour de la récréation dans la nature, faire du kayak dans la nature, faire de l'escalade, promener son chien, faire du jardin, toutes les choses qui se font naturellement parce que les gens se rendent compte que ça fait du bien. Oui, on se sent bien en Ça, c'est nature, hein. un autre mode de transmission, Mmh. c'est même que l'éducation. Mais ce que le Etchil apporte, en fait, c'est cette notion de connexion. Et la connexion, elle se passe quand on permet à cette carte intérieure du développement à s'exprimer totalement. Donc, c'est la permission de donner à nos instincts de, de nous emmener dans un cheminement de relation avec la nature qui spontanément arrive chez les enfants quand on leur laisse la possibilité d'être dans la nature sans un agenda précis. Mmh. C'est-à-dire qu'un enfant, naturellement, il va avoir des passions intérieures qui vont l'amener à grimper les arbres, à attraper des animaux, à, peut-être faire un arc et des flèches. Et il y a comme toute une Mmh. histoire de notre développement historique qui se reproduit, où Ouais, on essaye de retrouver faire des cabanes. ouais, les anciens Mmh. gestes qui nous ont Ouais. permis de survivre, en fait. Ouais, ouais. Et donc ça, cet enclenchement naturel de pouvoir vraiment vivre ses instincts, ça nous amène à ces moments de connexion où on vraiment se rend compte, parce que une partie du développement qui est importante, c'est qu'on a besoin d'être exposé à d'autres êtres qui ont leur volonté propre, qui ne sont pas contrôlables, qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ça ne fonctionne que si on est exposé dans la nature sauvage qui s'exprimait par elle-même. C'est pas une ferme qui a été complètement Mmh. domestiquée. Il y a des choses qui se passent aussi parce qu'il y a toujours la nature sauvage, même dans les endroits les plus domestiqués. Mais il faut être exposé à l'autre, à quelque chose qui nous ressemble quelque part. Parce que même si l'arbre, il est différent de nous, il a les mêmes besoins que nous. Il Mmh. a besoin d'air, il a besoin de manger. On commence à avoir la similarité, mais c'est une différente stratégie. Et c'est à travers ces contrastes avec l'autre qu'on commence à savoir qui on est. Et ça, c'est très important pour vraiment connaître notre nature profonde, c'est d'être exposé à toutes ces stratégies de vie différentes de nous, mais qui ont des similarités.
Et en fait, toutes les cultures indigènes en fait, qui vivent proches de la nature sauvage disent la même chose. Ils disent qu'on devient humain en apprenant des animaux, spécialement, des autres mammifères. Ouais, C'est-à-dire qu'on emprunte les stratégies c'est ça. spécifiques à chaque mammifère et c'est à travers l'empathie que ça se crée. Donc la Mmh. connexion, c'est ça, c'est le développement de l'empathie en fait. C'est la D'accord. capacité d'être dans, de Se mettre à la comprendre place. de l'intérieur, quoi. Mmh. Et, et ça, cette connexion, elle arrive spontanément quand on a le libre arbitre dans la nature. Ce qui, pour moi, dans mon histoire, 10 ans d'exploration de la nature, je vivais dans la montagne des Pyrénées et il y a des choses qui se passaient, quoi. Il y a des connexions qui se faisaient. Je reconnaissais des plantes, je reconnaissais des animaux. Et puis Ah, donc, il y a une quatrième dimension que le Etchil apporte, c'est la facilitation culturelle de la connexion. Et en fait, pour John Young, la définition d'une culture, c'est tous les ensembles des processus qui permettent et qui facilitent la connexion. Et donc, chaque culture a développé sa culture en relation avec son territoire. La culture émane du territoire. Et en fait, c'est pour permettre aux enfants d'apprendre le plus rapidement possible tout ce qu'il y a à apprendre pour pouvoir justement ce niveau d'empathie nécessaire pour pouvoir pister le monde mmh. et pour pouvoir euh, agir sur le monde d'une façon qui est bénéfique au monde et donc bénéfique à soi. Ouais. Parce que dans ce contexte, il n'y a pas de différence entre soi et l'environnement dans lequel on vit. C'est qu'on perd cette notion de séparation, quoi. Oui, c'est ça, cette notion de il y a la nature d'un côté, il y a nous de l'autre. Ça n'existe plus cette frontière, quoi. Ouais, ce que je fais à l'autre, je le fais à moi, quoi. Mmh. C'est évident dans ce contexte. Mmh. Dans un contexte déconnecté, on ne peut pas se rendre compte des effets qu'on a sur le monde. C'est peut-être le problème qu'on a à l'heure actuelle. On voit bien que ce qu'on fait à la planète, on le ressent pas, quoi. Si on était connecté à elle comme ça, on se permettrait pas d'abattre, des forêts entières pour, faire une autoroute, par exemple, ou, voilà. C'est exactement l'histoire qui est arrivée à John Young, c'est que Mmh. lui, il a connecté très profondément une place sous le mentorat de Tom Brown, qui l'a poussé à vraiment connecter en profondeur à cette place. Et quand il est parti à l'université, un jour, il est revenu, il s'est aperçu que sa place médecine, qu'il a, était devenue un nouveau développement. Ils avaient tout coupé, Voilà. ils commencé à construire des maisons et c'est devenu comment on appelle ça, une banlieue, quoi. Une banlieue, ouais. Ça doit être tragique d'être témoin de ça Totalement. quand on a Et ça connecté lui a aussi pris fort des à lui. décennies. Ça lui a pris des décennies Ouais, pour guérir ça. Parce que pendant des décennies, il conseillait à tout le monde d'aller faire l'expérience de sa place médecine, ouais, mais lui, il n'y arrivait pas. il y avait plus. Ouais, non, c'est Il a fallu traumatique. une cérémonie pour qu'il arrive à guérir ça. Ouais, ouais. Donc pour résumer un peu ce que tu disais, donc il y a plusieurs approches. Tu disais donc il y a une approche plutôt, éducative et c'est celle qu'on connaît, assez bien. Je veux dire les gens quand ils veulent s'intéresser à la nature, c'est souvent par là qu'on passe. On a envie Mmh. d'étudier toutes les plantes, de connaître, les choses, mais c'est vrai que dans l'étude, on apprend des choses, mais on se connecte pas forcément, voilà, à la plante, ou à l'animal. Et la deuxième stratégie qu'on connaît assez bien, c'est la récréation, donc s'amuser dans la nature et c'est vrai qu'on est fort attiré par la nature. On sait que ça nous fait du bien. On sait pas expliquer forcément, mais la promenade du dimanche, en famille ou, aller en kayak, faire de l'escalade, voilà, on aime tous ça. Mais alors ensuite, tu disais qu'il y a d'autres approches qui sont la connexion et c'est quelque chose qui arrive seulement quand il y a pas voilà, tu disais pas d'agenda, qu'il y a pas de temps, qu'on est peut-être, à des moments plus informels dans la nature et qu'il y a quelque chose qui se passe, un événement, peut-être, on marche dans la forêt, on rencontre, un renard, un chevreuil et il y a un peu le temps qui s'arrête et on sent qu'il y a un lien peut-être avec cet animal et là, c'est la connexion et que la différence entre la connexion et la connexion profonde, ça vient avec la communauté. C'est ça? C'est Et le voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la communauté et la culture, c'est-à-dire un savoir ancestral qui permet
le développement d'adaptation à cette place plus rapidement que si les enfants devaient tout redécouvrir, quoi. Hmm. Je veux dire, il y a un partage de connaissances, un partage, une aide pour aller plus loin, quoi, pour augmenter cette connexion, pour se poser des questions, pour aussi, je pense qu'il y a une histoire de raconter aussi ces histoires, de raconter ce qui nous arrive, pas d'être tout seul avec. Voilà, on rentre et puis on a vu ce renard et on sent, waouh, il y a quelque chose de spécial qui vient de se passer. Et puis on rentre, on veut en parler à papa et maman et en fait, ils sont pas disponibles pour écouter. Donc, cette histoire, elle tombe à l'eau. C'est ça, ouais. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'en tirer la signification pour Mm. nous-mêmes. Et donc, il n'y a qu'une partie de nous qui ne se développe pas à cause de ça. Ouais. Parce qu'on a besoin justement de pouvoir raconter l'histoire à quelqu'un qui peut comprendre cette histoire, Mm. quelqu'un qui a vécu des choses similaires, quelqu'un de plus âgé qui a déjà vécu des choses similaires et qui peut justement, à travers sa propre curiosité, peut amener la personne à découvrir des territoires que de lui-même, il n'irait pas explorer, quoi. C'est ça. Dans faire grandir sa curiosité sur des choses qu'il ne sait même pas. Parce que le Ouais. problème, on commence toujours avec ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, on ne cherche pas. Donc, Ouais. il faut avoir des expériences pour se rendre compte, ah ouais, ça, j'ai pas. C'est un côté de l'histoire que je ne connais pas, il faut que j'aille explorer. Donc, Ouais. il y a, il y a un désir profond de vraiment chercher à suivre sa curiosité, quoi. Ouais. Il y a une curiosité naturelle, mais la culture grandit cette curiosité sur des domaines de la nature qui sinon ne sont pas apparents. Un bel exemple, c'est par exemple l'étude du langage des oiseaux. On a perdu ça, alors que c'est une façon pour nous qu'on a pu survivre pendant des millions d'années. C'est la capacité de vraiment lire le langage des oiseaux et de comprendre et de savoir où sont les prédateurs à tout moment. Et on a perdu le besoin d'écouter les oiseaux. Et donc, généralement, on vit nos vies sans jamais vraiment faire vraiment attention à ce qui se passe. Et quand on commence à être attiré par un mentor à ça, on commence à rentrer dans ce langage et on commence à comprendre des choses. Il y a comme il se passe maintenant, il y a une alarme juste maintenant. Je ne sais pas si elle Ouais. s'entend. Ouais, je l'entends en tout cas, moi. Ah ouais, ouais, je l'entends. Oui, parce que c'est vrai que il faut dire que tu es dehors, tu es dehors sur ta place médecine, travail, bureau. C'est ça. Et donc, on a droit en direct bah voilà, à tout Voilà. ce qui se passe, à justement ce langage des oiseaux, à ce langage des animaux. Et donc, ouais, c'est très vivant. Donc ça me dit qu'il y a le chat qui se pointe, quoi. Ah ouais, Je n'ai pas c'est besoin de ça. le voir, je sais qu'il arrive parce que les oiseaux, ils l'ont déjà repéré bien Ouais, c'est avant ça. moi. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait me poser une question, me dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on sait qu'on est connecté? Comment est-ce que on arrive à dire à un moment donné, ça y est, je suis à nouveau connecté ou je suis enfin connecté? D'abord, si la curiosité grandit, c'est par exemple, pour donner un exemple, il y a beaucoup de jeunes filles à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui commencent à développer une passion énorme pour les chevaux. C'était le cas de mes deux filles, donc je peux parler. Et donc maintenant, les chevaux, ça les intéresse tellement qu'ils vont étudier les chevaux, ils vont apprendre plein de choses. Donc ils vont s'éduquer sur les chevaux. Ça va être automatique. À partir de cette connexion qu'ils ont avec le cheval, ils ressentent des choses en connexion avec cet animal. Et donc Mmh. maintenant, ils veulent s'éduquer sur le cheval. Une partie que c'est de la récréation aussi. Et c'est très agréable, c'est très plaisant de monter à cheval. Et puis, donc la connexion se passe à travers cette expérience de développer cette relation avec cet être. Et s'il y avait toute une culture qui était basée sur le cheval autour, qui facilitait les expériences que, que ces enfants ont besoin de développer pour vraiment acquérir une connaissance de cheval qui va être utile à leur vie, c'est là qu'on arrive dans la quatrième dimension. Et oui, donc
Quand on fait de la connexion, automatiquement on fait de l'éducation, automatiquement on fait de la récréation. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si on fait de l'éducation, ça ne va pas forcément nous amener vers la connexion. Ou si on fait de la récréation, ça ne va pas forcément nous amener vers la connexion. Ça peut, mais ce n'est pas la même chose que si ça a été facilité par la culture. Ouais. Et dans ce que tu disais, c'est un peu, ça me fait penser un peu, c'est un peu la motivation intrinsèque, c'est vraiment le feu intérieur de ce qui nous passionne vraiment et qui nous fait que, avec l'histoire des chevaux, ouais, qu'on a envie de savoir qu'il y a une passion qui est vraiment là. Je pense à mon fils, lui, c'est vraiment les serpents. Et on était à vélo il y a quelques jours, il a fait 13 kilomètres sur la journée, il y avait une grande côte et c'était dur, il pleurnichait et ça, il voulait plus avancer. Je lui ai fait regarder les arbres et il me disait non, ça m'intéresse pas. Et puis d'un coup, je me suis dit, je vais lui parler de serpents. Je vais lui parler de serpents et c'était parti, quoi. C'était parti, il a commencé à me répondre, à me parler sur les serpents, il continuait à pédaler tout en parlant des serpents et on arrivait au-dessus de la côte sans souci parce qu'il était ouais, parti dans cette passion-là de ce qui l'anime, quoi. Ça, c'est un bon exemple parce que justement, quelqu'un dans une culture où ils savent que savoir tout sur les serpents, c'est important, mais c'est Mmh. pas toute l'histoire. Mmh. Donc, quelqu'un pourrait, tiens, moi, je pourrais venir, par exemple, dans sa vie et lui raconter l'histoire que j'ai vécue, où il y avait des adolescents avec qui j'étais. Ils ont découvert qu'un serpent grimpait l'arbre Mmh. et volait Les les œufs. œufs Oh waouh! des oiseaux. Et Mmh. donc, parce qu'ils avaient développé l'empathie envers les oiseaux, ils voulaient sauver les oiseaux. Donc, ils prenaient le serpent, ils Ah le ouais. ressortaient, et le serpent, il retournait tout le temps. Et où alors les oiseaux étaient à terre parce ils étaient tombés, ils les remettaient dans le nid. Et donc, en leur racontant une histoire comme ça, ben, automatiquement, on pointe que le serpent, il a une connexion à l'arbre, il a une connexion aux oiseaux. Et donc, on l'emmène dans un chemin d'exploration que si tu veux vraiment connaître le serpent, il faut que tu connaisses les oiseaux, il faut que tu Mmh. connaisses l'arbre. Ouais. C'est pareil. On arrive à tisser du lien entre chaque chose puisque tout est un peu interconnecté et de Voilà. trouver la motivation de, voilà, comment apprendre chaque chose en partant de ce qui anime, quoi. Ouais. Et c'est la différence avec le modèle éducatif où on va partir sur le serpent. Oui, on va avoir des relations avec d'autres choses, mais c'est séparé. Mmh. Et parce que si tu comprends pas les oiseaux, l'arbre, et si tu comprends pas le, le, la biologie qui permet à l'arbre d'arriver à ce stade de vie qui permet aux oiseaux, enfin, il y a toute une Mmh. série et ben, tu n'as vraiment pas compris toute l'histoire. Et j'ai fait une expérience avec un expert de la Colombie-Britannique sur les oiseaux. Lui, il reçoit toutes les informations de tous les gens qui observent les oiseaux. C'est OK. son boulot. Donc, il est derrière le computer et puis il brasse des données, plein de données Waouh. sur tous les oiseaux de Colombie-Britannique. Donc, il connaît plein de choses sur les oiseaux à ce niveau-là. On est, on marche ensemble avec un groupe. Moi je suivais, il expliquait des choses aux gens. Et puis, tout d'un coup, il dit, tiens, ce genre d'arbre, c'est un arbre qui est mort. Le tronc, là, c'est parfait pour les pics de faire leur nid. Et puis, il y a une femme dans le groupe, il lui demande, ben, c'est quoi cet arbre? Eh bien, il ne savait pas. Il Mmh. était incapable de reconnaître l'espèce de cet arbre. Il Ah était ouais. tellement focus sur les oiseaux, alors que si vraiment tu connais les pics, tu sais qu'ils ne choisissent pas leurs arbres au hasard. Mmh. Ouais. D'abord, oui, il avait compris qu'ils choisissent leur arbre à un état de décomposition à un certain niveau, Ouais, mais c'est ça. aussi les espèces, et ils ne choisissent pas les espèces au hasard. Ouais. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont en dehors de la conscience parce que, justement, il n'y a pas cette facilitation culturelle pour comprendre l'interconnectivité de toute la vie, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est super intéressant. Et du coup, je me demandais, si tu pouvais parler du fait, en fait, que donc la connexion, comme tu la pratiques, c'est pas effectivement qu'une connexion à la nature, il y a vraiment autre chose qui se passe de plus profond, de lien de nouveau à nous-mêmes et de lien, aux autres. Et est-ce que tu pourrais expliquer un peu les Etchings, les 8 attributs
qu'on développe en fait suite à à la mise en pratique de ces routines de connexion. Parce que souvent, voilà, on parle de connexion à la nature, alors les gens se disent ah oui, c'est bien, j'ai pas envie moi ça m'intéresse pas de connaître les arbres ou de mettre mon enfant voilà, dans une école pour qu'il apprenne le nom des arbres, ça m'intéresse pas. Mais voilà, de pouvoir expliquer qu'en fait, c'est pas simplement ça, c'est vraiment au-delà de la connaissance de la nature qu'on va en fait en appliquant ce modèle. Ouais. C'est le développement humain qui est au bout de cette exploration. Mmh. Et John a été soutenu par des aînés indigènes. Et il y en avait un, et il était Lakota. Et lui, il avait été élevé traditionnellement, il ne parlait pas anglais avant l'âge de 17 ans. Mmh. Il était élevé parmi des grands-pères et des grands-mères qui étaient de la vieille tradition. Et un jour, il travaillait avec John Young, il soutenait son travail, parce qu'il avait vu qu'il obtenait des résultats. Puis il prend John à part et puis il lui dit ces enfants, donc c'était ces adolescents, ils sont sacrés. John, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ils sont sacrés? Il dit, ouais. Mes grands-parents m'ont toujours dit de faire attention à certains attributs et de chercher ces attributs dans les gens, parce qu'il dit c'est les gens qu'il faut soutenir pour devenir les leaders de la communauté. Mmh. Et, et donc, Gilbert a apporté cette notion d'attributs qui se montrent quand on est connecté. Et donc, après des années de raffinement, de recherche, on en est arrivé à ces 8 attributs. Et le premier, c'est la capacité d'être dans l'esprit tranquille. C'est-à-dire que, comme un étang où il n'y a pas de vent, il est comme un miroir, tout le paysage se reflète parfaitement dans l'eau. S'il y a une petite vague, la vision du paysage est troublée. Donc l'esprit tranquille, c'est comme ça. Si on n'a pas l'esprit tranquille, on ne peut pas refléter notre environnement. On ne peut pas vraiment... Et cette capacité d'avoir l'esprit tranquille, ça ne veut pas dire d'être assis sur un coussin et puis arrêter de penser, parce que c'est dynamique en fait. On peut être dans l'esprit tranquille quand on joue un jeu quoi, à plein. Quoi. C'est plutôt ce terreau fertile de la connexion. Mmh. Et il disait que, en fait, si on commence par développer l'esprit tranquille, tous les autres attributs vont se développer plus rapidement. Donc, le deuxième, c'est ce qu'on appelle la joie de l'enfant. Mais c'est surtout la capacité d'accueillir l'expérience comme elle est. C'est-à-dire que si je suis triste, je suis vraiment triste. Et il n'y a pas de résistance à la tristesse. Mais quand je suis dans la joie, c'est vraiment dans la joie et il n'y a pas de limitation à cette joie. C'est Ouais. vraiment la capacité d'être en plein dans ses émotions. Ouais, bien connecté à ses émotions. Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. C'est généralement quand il y a des émotions qu'on considère pas plaisantes, on les bloque, on ne veut pas les ressentir. Ouais. Et donc, ça ne permet pas justement le développement, parce que c'est le corps qui essaye d'aller quelque part, qui essaie de nous emmener vers une guérison, en fait. Et on bloque cet effet. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est la vitalité. C'est cette capacité qu'ont les animaux sauvages de répondre aux situations très, très rapidement. Tu vois, c'est un écureuil, il nous voit, en 3 secondes, il est en haut de l'arbre. Ouais, ça c'est sûr. Il a un pouvoir dans son corps, l'électricité dans son corps qui est capable de répondre aux situations très rapidement. Ouais. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle l'écoute profonde. Et à l'origine, ça s'appelait repayer en avance. C'est-à-dire redonner ce qu'on a reçu. C'est-à-dire que c'est ce moment de développement vers l'adolescence où on commence à vouloir, si on a assez reçu, on a envie de soutenir les plus jeunes dans leur développement. Donc on commence à s'intéresser à l'autre et commence à vraiment être là pour vraiment aider les autres.
Euh, Parce que l'adolescent dans une tribu, c'est lui qui, par exemple, aide il compense le manque de capacité physique des aînés par leur capacité physique. Donc, ils font tout le travail que les aînés ont besoin de faire. Et en échange, ils reçoivent la sagesse des aînés. Il y a comme un Mm. échange qui se Ouais. fait là. Mm. Et donc, c'est le moment où on commence à apprendre sa place dans la communauté et on commence à s'intéresser aux autres vraiment. Et donc, l'écoute profonde, c'est cette capacité d'être vraiment dans tous ses sens et d'écouter la personne. En gros, quel est le don qui veut émaner de cette personne? Qu'est-ce qui sort qui est au-delà de juste les mots, mais de ressentir. C'est vraiment le développement de l'empathie, quoi. Et ça nous amène justement dans cet autre attribut qui est cette empathie, ce besoin de prendre soin, de vraiment prendre soin des choses, prendre soin de l'environnement, prendre soin des gens avec qui on vit, d'être vraiment à l'écoute des besoins du monde et d'être capable de répondre. Ça nous amène justement sur cet attribut qui est d'être vraiment utile. Et on insiste en disant que d'être réellement, vraiment utile. Être vraiment utile, c'est pas une idée. Ouais. Et ça dépend justement dans l'Est, dans cette capacité de conscience sensorielle. Il faut voir les besoins. Donc, ça dépend de la capacité de voir où est vraiment le besoin. Donc, ça dépend de la connexion, de l'écoute profonde, ça dépend du niveau d'empathie. Et là, on voit un besoin et on agit. On fait quelque chose. Là, et en définitive, on est vraiment utile quand on est vraiment dans son don. Et donc ça demande 25 ans de développement pour arriver à cette place-là, normalement, dans un contexte où on est facilité et favorisé. Oui, pas mal de temps, quoi. Oui, ça demande du temps. Ben oui, les humains sont spéciaux par rapport à ça. Ils ont un développement très long. Le cerveau ne se développe pas pleinement avant l'âge de 25 ans. Mm. Il y a vraiment quelque chose qui correspond au niveau physiologique à un développement des connexions nerveuses dans le cerveau. Et donc, cette capacité d'être vraiment utile, ben, on peut voir dans le monde moderne, il n'est pas vraiment là, quoi. Il y a beaucoup d'idées de faire des choses, mais en fait, la réalité, c'est que ça aide pas vraiment. Mm. Et dans le Nord-Ouest, ça nous amène à cette... c'est une qualité d'aide qui se développe le plus quand on arrive dans le stade de l'adulte mature. C'est de savoir que la vie, c'est précieux, que ça ne va pas durer. Donc, il y a une appréciation de la vie, il y a une gratitude par rapport à la vie, il y a un étonnement par rapport au mystère. Parce que plus on apprend et plus on comprend qu'on connaît de moins en moins Ouais. de ce mystère. Ouais. Et donc, ouais, c'est cette capacité qu'on appelle être pleinement en vie. Mm. De vraiment, Gilbert Walking Bull, qui était sur Lakota, il disait quand tu danses, tu danses, et quand tu chantes, tu chantes. Tu es vraiment en plein dans l'expérience. C'est-à-dire que tu sais que la vie est précieuse, il faut vraiment être là, quoi. C'est un côté de révérence par rapport à la vie, de l'expérience du sacré un peu. Ouais. Et ça nous amène dans le Nord, qui est l'expérience de l'aîné, qui est de développer l'amour et la compassion pour tout, parce qu'on a vécu tout ça. On a vécu tout ce cheminement, et donc on a une compréhension de la vie qui développe automatiquement On peut voir ça chez certains aînés, ils développent cet amour de la vie, quoi, des autres. Et puis voilà, donc c'est les 8 attributs de la connexion qui en fait, on est né avec ce potentiel, on est né avec ces qualités qui doivent se développer au fur et à mesure qu'on passe à travers les stades de vie. Mais dans notre contexte déconnecté de la nature et de la communauté, on les perd très vite. Et ça se perd très vite. Tu vois ça, les très jeunes enfants, ils ont déjà... Un enfant de 2 ans, par exemple, il veut être vraiment utile. Il a vraiment... C'est sûr. Il n'a pas encore de développement, mais il doit être encouragé. Ouais.
souvent, il est découragé parce qu'il est dans le au milieu de ce qu'on veut faire. Euh, donc, il faut lui trouver le moyen où il peut vraiment être utile. Il a Participer. besoin de la guidance des adultes pour ça. Ouais. Où là, ouais, si tu fais ça, ouais, ça va vraiment être chouette. Et c'est vrai que moi, je le vois beaucoup chez les enfants, c'est le besoin de participer, d'être. Quand on demande à un groupe d'enfants qui veut aller chercher ça, moi. C'est Ils un sont. besoin fondamental. Et donc, ces qualités, elles sont en nous Ouais, et elles doivent se développer, elles doivent grandir en capacité, en conscience sensorielle de là où sont les besoins. ouais, Et donc, c'est ça qui demande une stratégie culturelle qui est assez poussée, quoi. ouais. Ça se passe pas naturellement. C'est ça. Et Il faut que quelqu'un soit là pour nous aider à joindre, à développer tout ça. Sinon, c'est ça, c'est une perte de potentiel qu'on a en fait actuellement, une c'est perte ça. de potentiel humain énorme, quoi. Et c'est la spécificité des humains que notre développement demande beaucoup, beaucoup de temps pour développer justement ce niveau d'empathie qui est nécessaire à la survie de notre espèce et qui est nécessaire aussi à la survie de toutes les espèces, parce qu'en fait, nous, on a un rôle à jouer en tant qu'espèce à cause de ce niveau d'empathie, à cause de ces capacités de pister le monde, de vraiment comprendre où sont les besoins et d'agir sur l'environnement de telle façon que l'environnement, en fait, devient beaucoup plus productif pour Mm. tous que s'il est laissé à lui-même. Et ça, Voilà. c'est peut-être une notion qui n'est pas assez connue dans le monde de la protection de l'environnement. Ouais. C'est que les humains sont nécessaires à ce que la nature soit vraiment dans son plein potentiel. On Parce a qu'on notre a place cette à jouer. capacité de comprendre si je récolte cette plante ou si je cherche cet animal, ça va avoir un effet et de comprendre cet effet et de le faire que de façon que ce soit positif. Et on peut voir avec les plantes qu'on récolte, si on ne les récolte pas, elles ne sont pas productives. Par contre, si on les récolte, elles deviennent beaucoup plus productives. Mm. C'est assez phénoménal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose dans la nature, c'est qu'on a tous besoin d'être appréciés. Tous, on a besoin de savoir qu'on peut contribuer au monde. Et donc, les plantes, c'est la même chose. Si elles savent qu'elles contribuent aux animaux qui les mangent ou aux humains qui les récoltent, eh bien, elles ont une capacité de vie qui est beaucoup plus grande. C'est Mm. assez paradoxal, mais Ouais. Mais c'est beau en même temps. C'est beau. Et c'est vrai tellement. ce que tu dis, on a tendance, c'est encore cette déconnexion qu'il y a entre nous et la nature. On a tendance à se dire, j'aime la nature, donc je touche pas, je ramasse pas, je quitte pas les chemins, je fais attention à tout. Et parce que de nouveau, on a une déconnexion et que beaucoup de gens ne savent pas comment agir ou ne respectent pas. Mais si on était dans cette connexion et ce respect de la nature, du vivant, qu'on savait comment, voilà, comment cueillir une plante dans le respect, etc., ben peut-être qu'à ce moment-là, on se sentirait plus aussi d'appartenir et de se permettre de couper quelque chose parce que ça fait trop d'ombre et que ça permet pas aux plantes de pousser à cet endroit-là, etc., de pouvoir aussi prendre soin de la nature de cette façon-là. Ouais. Et ici, c'est vraiment, en Colombie-Britannique, c'est vraiment évident parce que la colonisation est de 150 ans dans l'île où j'habite. Mm. Euh, il y a 150 ans, les récits de la production de la nature étaient absolument extraordinaires. Le Mm. nombre de saumons qu'il y avait, la grandeur des arbres qui existaient, la, la, il y avait des loups ici, il y avait plein d'animaux qui ont disparu depuis. Et c'est à cause justement de la façon dont les natifs d'ici prenaient soin de la nature. C'est devenu super productif. Mm. C'était très peuplé ici. Et maintenant, la nature est vraiment en grande crise écologique. Nous, on vit dans une île où, à cause de la suppression du feu et et des prédateurs, il y a une pullulation de cerfs. Ils Ça sont va en l'idée, train ouais. de Mm. détruire toute l'écologie. Ils sont en train de tout brouter. Donc, ça compromet les insectes, les oiseaux. Enfin, toute la chaîne est détruite à cause Ouais. ce mode de prédateurs, quoi. Mm. Mm. Donc, ça a des conséquences énormes. Là, je vis près d'un parc de 1300 acres. Il n'y a pas un arbre jeune. Il n'y a pas un bébé arbre. Ils n'ont Wow. pas de chance de se développer. Ils sont automatiquement broutés tout de suite. Mm. C'est Parce que terrible. personne ne chasse depuis que c'est un parc, quoi. Mm. Donc, c'est pas. Ouais, il y a quelque chose de pas juste, quoi. Non, Mm. ouais.
quelque chose de pas réfléchi de ce point de vue-là. Bah, de pas ressenti, quoi, c'est ça. Ouais. C'est ce niveau d'empathie qui manque, Mmh. de comprendre que ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même, quoi. Ouais, ouais. Dans tout ce que tu disais par rapport à la connexion et la facilitation culturelle, on a ce mot mentor. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ce que c'est un mentor, le rôle d'un mentor? Parce que, par exemple, chez vous, dans votre école, c'est pas des professeurs, c'est pas des animateurs, c'est des mentors. C'est quoi la différence, entre ces différentes, appellations? Ouais, bah, d'abord, un mentor, il a vécu ce qu'il enseigne, Mmh. donc il parle d'expérience. Ouais. Ouais, Alors qu'un éducateur peut apprendre des choses dans un bouquin et puis il a jamais fait l'expérience. ouais, ouais, tout à fait. C'est quand même une grosse différence. Donc, c'est des rôles modèles. Ils ont les attributs en eux, juste de leur façon d'être. Ils ont la joie, ils ont la qualité d'être utile et ça se transmet automatiquement. Et puis surtout, il y a le schéma principal, justement, où traditionnellement, l'aîné, il envoie l'enfant dans une expérience dans la nature, sachant pertinemment qu'il va lui demander, par exemple, d'aller ramasser une herbe pour faire une médecine. Et puis, sache personnellement que l'enfant, lui, il va oublier ou il va faire son chemin. Ah Il va bon? porter un Ils font ça? champignon et donc, quand il revient, mais alors, elle est où, mon herbe? Et puis, il récolte l'histoire. Et là, Mmh. le pousse plus loin. À voir. Mmh. Ah ouais, cet oiseau, quelle était la couleur de sa queue? Ah, ben, j'ai pas fait attention. Donc, le lendemain, il va aller faire attention. Et donc, il va grandir sa conscience sensorielle du monde. Et donc, ce schéma d'envoyer en mission, de récolter l'histoire, euh, ça, c'est vraiment le rôle du mentor. Il faut que les enfants fassent les expériences. Ça sert à rien de dire, tiens, cet arbre, ça s'appelle un Douglas. Mmh. Ça coupe toute la curiosité, c'est fini. C'est Ok, ça, on c'est un passe à autre Douglas. chose. Ouais, Autre chose. ouais, c'est ça. Alors que le mentor, il va dire, eh ouais, les aiguilles, elles sont pointues ou elles sont rondes à la fin? Ou est-ce que les feuilles, elles ont des dents? Ou quel genre de fruits il produit? Alors que c'est le printemps, qu'il n'y a pas de fruits encore. Et Mmh. donc, ça amène tout de suite à développer la curiosité, à chercher, et l'enfant va être en plein élan pour essayer de faire des expériences, pour essayer de trouver le mystère, quoi. Mmh. Parce que ça, trouver le mystère, c'est en nous, quoi. On a besoin de comprendre Ouais. le monde. Et donc, l'enfant, il a cette curiosité, et le mentor, lui, il a fait grandir, quoi. Alors que l'éducateur, Ouais. il la casse, parce qu'il lui donne toutes les réponses avant qu'il ait même été dans une quête. Donc, c'est envoyer les gens en quête, Mmh. la quête de leur propre, en définitive, la quête de leur propre moi profond, qui ils sont, quel est le don qu'ils portent en eux. Et donc, c'est cette exploration de la nature et l'outil pour arriver à ça, quoi. Parce que c'est qu'en connaissant les autres, l'autre, qu'on commence à se connaître soi. Mmh. C'est ça, c'est une quête pour savoir qui on est, en fait, quelle est Ouais, c'est ça, notre place dans cette communauté et qu'est-ce qu'on a à apporter, quoi. C'est le ouais, cette mentor. place dans notre communauté, cette place dans l'univers aussi. Mmh. Parce que les humains, ils sont nés avec une place à remplir pour que l'univers puisse fonctionner. Ça, c'est une notion qui est peut-être difficile à avaler pour quelqu'un qui a été éduqué dans la science. Mais chacun de nous, on est né avec on a, on a un schéma à réparer parce qu'on est né avec des troubles. On est né avec une histoire ancestrale qui est pleine de déconnexion. Et donc, on est né avec quelque chose à résoudre pour que le monde puisse continuer à fonctionner. Et c'est parce qu'on est plus facilité dans cette exploration que le monde devient de plus en plus chaotique et de plus en plus destructif. Il y a un vieil adage africain qui dit, il parle des hommes en particulier, les hommes qui ne sont pas initiés,
ils vont brûler le village juste Mmh. pour sentir la chaleur. Mmh. Ouais. Donc, c'est la chaleur de savoir où est ma place dans ce monde, Ouais. où est ma place dans cette communauté. C'est un peu la question qu'on se pose tous, hein, on le voit bien à l'heure actuelle où il y a énormément de burn-out, de gens qui se retrouvent à la trentaine, quarantaine. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pourquoi je suis là? Parce qu'on n'a pas, on nous a pas guidés vers savoir qui on était, quel était notre don et quelle était notre place. Et on est mal guidé, mal orienté, je trouve. Oui, c'est la société, elle est conçue pour nous rendre productifs. Mmh. On doit être productif à la machine. Ouais. Donc, toute l'éducation est basée là-dessus. Mais ce n'est pas par rapport à qui je suis en tant qu'individu dans ce monde. Mmh. Quel est le rôle que j'ai à jouer dans ce monde. Ouais. C'est beaucoup moins productif parfois. Le résultat. Ah, c'est sûr. Il y a beaucoup d'activités humaines qui ne sont absolument pas utiles. Ah, ça c'est certain aussi. Oui, ça dépend de quel point de vue on a. Et quand tu parles du rôle du mentor, heu, est-ce qu'en tant que parent, on peut avoir, ce rôle pour nos enfants? Parce qu'on est malheureusement dans une société où il y a pas beaucoup de mentors et on se retrouve, je pense, voilà, certaines qui sont sur cette connexion, sur cette voie de la connexion et on a envie d'amener ça à nos enfants aussi. Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut vraiment le faire par nous-mêmes ou est-ce que c'est 2 rôles qui sont pas tout à fait compatibles? Ouais. C'est très intéressant ça, parce qu'il y a un besoin dans le développement de partir d'une place de sécurité, de confiance, de là où on en est, ce qui permet d'apporter la curiosité à aller vers l'inconnu, vers la chose qu'on n'a pas encore explorée et qui est un peu pas sécurisante. C'est Mmh. un peu à la limite de ce qui est sécurisant. Et donc, dans le développement, on doit passer de l'un à l'autre sans arrêt. On doit partir d'une place de confiance, explorer l'inconnu. Donc, à partir du moment où on a exploré l'inconnu, qu'on a connecté à l'inconnu, cette place de confiance a grandi. Mmh. Maintenant, ça fait partie de cette zone de confiance et Ouais. ça continue à grandir. Et pour ça, ça se reflète dans la culture humaine où il y a le parent, lui, il est là pour donner la confiance, la sécurité et l'amour inconditionnel. Mmh. Ça, c'est nécessaire d'avoir cet ancrage, de savoir qu'un enfant puisse vraiment faire confiance à ses parents pleinement, que ses besoins vont être satisfaits. Donc Ouais. ça soulage quelque chose qui permet de vouloir explorer l'inconnu. Et ça, c'est les autres membres de la communauté, les grands-parents, les oncles, les tantes, qui, eux, ils vont tirer l'enfant vers l'inconnu, qui vont lui donner des challenges, qui vont essayer de le faire grandir. Et donc, ces deux rôles, ils doivent être dans deux personnes différentes. Mmh. Si c'est dans la même personne, c'est beaucoup de confusion pour l'enfant. Ouais. Si le parent essaye de mentorer ses enfants, il y a un moment, on peut développer un sentiment de trahison. Mmh. Et ça m'est arrivé avec ma fille, moi, où on avait fait un challenge avec un groupe, elle était dans un groupe, et on suivait quelqu'un, on pistait quelqu'un dans la neige. Et en suivant les traces, on commençait à comprendre l'histoire et on voyait que c'était quelqu'un qui perdait qui était peut-être en hypothermie et qui perdait la boule et qui commençait à faire des choses bizarres et tout ça. Et puis, on était embarqué dans cette histoire au fur et à mesure qu'on pistait. On est arrivé à cette personne qui mimiquait, c'était un mentor qui prétendait être en hypothermie. Mmh. Et, en fait, elle était un petit peu parce que ça faisait un moment qu'elle attendait. C'était pas si faux. Ouais. Donc, c'était un peu réel aussi. mais, mais elle était OK, quoi. Et puis, ma fille a vraiment, parce que c'est moi qui ai emmené le groupe dans le pistage, elle a vraiment cru, parce que je suis son père, que cette personne était vraiment en hypothermie. Donc, elle a joué le jeu à fond. Elle croyait que c'était la vérité. Alors que les autres, ils avaient bien compris que ils sont habitués qu'on leur donne des challenges comme ça. Ils avaient bien compris, en fin de même, ils jouaient le jeu, mais ils avaient bien compris que c'était pas vrai, quoi. Ouais, ouais, Elle a vraiment cru que c'était vrai, quoi. Et ouais, donc, elle était super en colère après de comprendre que c'était pas vrai. ouais. Un peu la C'était confiance qui est brisée, quoi. Je te voilà, fais confiance et puis tu m'as joué un tour, grosse ouais, trahison.
Ouais, c'est Donc, sûr. ouais, le mentor, il peut faire ça, lui. Il peut, parce que la relation au mentor, c'est un peu, c'est comme la relation à l'inconnu, quoi. Ça m'attire, mais ça me fait un peu peur. On sait pas trop, on sait jamais trop ce qui va nous préparer, quoi. Ouais. Et donc, c'est une autre dynamique. Alors qu'avec le parent, il faut que ça soit totale confiance. Il y a un autre exemple comme ça que John me raconte, c'était à Hawaï où un adolescent avait fait quelque chose qui était vraiment pas bien. Et peut-être il avait volé ou je sais pas quoi. Et, et quand il est rentré dans sa maison, il y a tous les tantes et les oncles, enfin tous les relations de cette personne qui le sermonnaient par rapport à ce qu'il avait fait, tout ça. Ouais. Quand il est arrivé chez lui, ben, les parents ils lui ont ouvert les bras, ils n'ont jamais parlé de quoi que ce soit, ils l'ont accueilli à la maison et c'était tout. Mm. C'était Mm. fini. Ouais. Et donc, il avait compris, quoi. Ouais. C'est ça, ces deux rôles que finalement on est obligé de jouer dans la société actuelle, puisqu'on est fort isolé, on est cette famille nucléaire où on n'a plus cette communauté et on est obligé de jouer tous les rôles, quoi. Le mentor, celui qui doit sermonner, celui qui doit accueillir. C'est difficile et c'est pour le parent, mais c'est aussi un peu désorientant pour l'enfant, quoi. Ouais, Mm. c'est dramatique, quoi. Ouais. Parce que les parents, ils sont complètement dépassés, quoi. Mm. Il y a trop Complètement. de choses à faire. Mm. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment difficile de devoir assumer tous ces rôles, effectivement. Et c'est ça qui est, en fait, qui est un peu un obstacle à la connexion, c'est que les parents ont beaucoup de difficultés à faire confiance à d'autres adultes Mm. pour être engagés dans l'éducation de leur enfant. Ouais. Et donc, c'est important pour les parents de développer des relations profondes avec d'autres adultes qui vont être dans la vie de leur enfant. Parce qu'automatiquement, ça va se passer, ça. Ouais. Le mentorat, il va automatiquement arriver Là, ça, si on est vraiment connecté à d'autres adultes. mm. C'est un processus naturel, en fait. C'est un processus qui se fait automatiquement une fois qu'on est connecté à la nature ou connecté les uns aux autres, quoi. Ben, c'est ça, ouais. Ouais. Mm. Et là, vous travaillez avec des groupes d'enfants et comment ça peut se passer aussi en tant qu'un mentor avec un groupe d'enfants? C'est quoi les groupes que vous avez? Est-ce que, à l'heure actuelle, dans les écoles, on a des groupes de 25, 30 enfants parfois? Est-ce que ça, on arrive à jouer ce rôle de mentor avec des groupes pareils ou... Ben, nous, ouais, on met beaucoup de mentors, ouais. Et Hmm. puis, en gros, un mentor pour 8 personnes, pour 8 enfants, c'est bien. Parce que il faut développer des relations personnelles, quoi. C'est ça. C'est difficile avec des grands groupes. Donc, nous, on a des mentors et on a des apprentis en plus. Donc, ça augmente le nombre d'adultes. Ouais, c'est ça. Euh, et donc, chacun peut trouver la relation qui fonctionne pour eux, quoi. Ouais. C'est personnalisé, donc, ouais. Ça, faut pouvoir connaître la personne qu'on mentore, en fait. Il y a une relation aussi humaine qui se crée là entre l'enfant ou la personne mentorée et le mentor, quoi. Mm. Parce que, parce que vous travaillez aussi avec des adultes. Est-ce que c'est possible aussi avec les adultes de créer de recréer cette connexion? On n'est pas perdu en tant Les, qu'adulte. les adultes, ils ont cette carte développement intérieur en eux. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est les remettre dans le contexte de la nature et de la communauté et enlever les couches qui ont Ouais. été ajoutées qui empêchent. C'est ça. C'est surtout Donc, ça. il faut passer à travers certains deuils, mais sinon, ça fonctionne complètement avec les adultes. Il n'est jamais trop tard. On a même eu des gens dans les années 60 qui ont commencé ce développement et que ça les a. Ouais. C'est Ouverture. jamais trop tard pour se développer. Ouais. Ouais. Super. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Super. Bah, merci Jean-Claude. On va tout doucement terminer parce qu'on pourrait parler des heures, mais à un moment, il faut on s'arrête. Oui. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous partager une histoire dans la nature, quelque chose voilà, d'intéressant, de marquant, quelque chose sur ton site spot, quelque chose que tu as envie de nous partager? Moi aussi, spot, parce que j'y vais des fois pour faire des siestes, parce que ça a une pointe dans la mer. Et souvent, il y a le soleil, alors que moi, je vis dans la forêt, il n'y a pas souvent le soleil. Donc,
Un jour, j'étais en train de faire ma sieste et puis tout d'un coup, je me suis réveillé en sursaut parce que j'ai entendu le bruit et c'était des orques qui étaient de revenir à la surface pour respirer juste Oh, devant moi. Et quoi, ils étaient à 25 mètres de moi, quoi. Ils étaient vraiment proches. J'étais au bord du rocher. Ils étaient juste là, quoi. oh, Il y en avait six orques qui sont passés devant moi, quoi. wow. Une autre expérience avec les orques, c'était avec le programme des familles. En fait, il faut que j'aille au programme des familles, c'est pour ça que je suis passé de partie. D'accord. C'était la fin d'une session de peut-être huit sessions. Et donc, les gens étaient bien connectés. Et puis, on commençait à chanter tous ensemble. Et puis, il y avait des orques qui étaient au coin de la pointe, là, justement à ma place médecine. Ils étaient juste là. Et, et quand ils nous ont entendus chanter, ils sont venus vers nous. Mm. Ils sont passés juste devant nous. Alors là, les enfants, ils étaient complètement, c'est tout Waouh. jeunes enfants. Ils étaient tout. Ça, c'est une magnifique connexion avec la nature et avec le groupe, quoi. Ouais, Ouais. c'est des Super. orques qui sont super sensibles et intelligents. Donc, ouais. Mm. Et Magnifique. je fais ça des fois à ma place médecine. Il y a les lions de mer qui passent souvent à la pointe, tout Ah ouais. proche de la terre. Et un jour, je me suis mis à siffloter. Et le lion de mer, il s'est arrêté. Ils viennent pour respirer une fois, deux fois, puis après, ils plongent, il peut disparaître pendant une demi-heure sous l'eau. Ah ouais. Et, mais là, il s'est arrêté, et puis il est revenu, et puis il est ressorti pour m'écouter. Excellent. Ah, ils sont mélomanes aussi, alors. Ouais, exactement. Ouais, c'est génial. Magnifique. Merci pour ce partage de tes histoires en nature et merci pour tout ce moment de partage. C'était vraiment très inspirant. On peut te retrouver sur ton site wisdomoftheearth.ca. C'est Euh, ça, oui, voilà. On peut wisdomoftheearth.ca, ouais. voir un peu sur les programmes d'immersion et tu travailles aussi également avec Permavision, Norbert Font et vous faites l'arbre à palabres Ouais, et avec Troisième Option, où vous avez fait l'appel du mentor. Donc on ouais, peut te retrouver dans tout ça. des cours pour justement apprendre à devenir mentor, pour commencer son développement personnel et puis en fait, au bout de 3 ans, de devenir un mentor, quoi. Super. Mais je mettrai tous les liens dans les commentaires en bio et comme ça les gens peuvent te retrouver. Super. Merci beaucoup pour tout ton temps et pour tout ça. Merci Jean-Claude. OK. À Au bientôt. revoir. À bientôt.